qu'il tombe derrière moi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble au Salon, notre émission quotidienne qui accompagne en direct du Biel sur la MTV durant 10 jours le 24e Salon du livre francophone de Beyrouth. Dans Les Misérables, Victor Hugo disait « Apprendre à lire, c'est allumer du feu ». Eh bien, 150 ans plus tard, lire continue d'allumer du feu, d'illuminer les esprits et les pensées, mais aussi et surtout de permettre de voir beaucoup plus loin que le bout de son petit nez. Lire, c'est aussi s'amuser, car ce salon est à la fois intellectuel et festif. Et nous commençons notre émission ce soir par notre première rubrique. Silence, on tourne. Longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité. Climate change, destruction of the Earth's surface and population growth are leading us to a tipping point. Il y a 3 ans, Cyril est venue me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement. Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. On est parti aux 4 coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes. We didn't start with, shall we save the planet? Because that was too grand. We just start with where we are. Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Faisant tout à la main sur un tout petit territoire, on peut produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand. San Francisco has an 80% landfill diversion rate. Aujourd'hui, nous allons parler de Demain qui a été projeté hier. Bon, je m'explique, le documentaire s'appelle Demain. Nous en parlons aujourd'hui avec son réalisateur Cyril Dion. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Une petite question à tous les téléspectateurs qui m'ont déjà posé la question. Vous n'êtes pas apparenté à Céline Dion? Et non, malheureusement. Non, pas du tout. Vous êtes français, elle est québécoise. Tout à fait. C'est déjà ça. Parlez-nous un peu. Pas... ça fait quelques années qu'on me fait cette blague depuis Bah que oui. Céline Dion malheureusement est devenue connue. Non, mais c'est bien aussi. C'est bien. Cyril Dion, donc ce documentaire que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, est un documentaire d'action, de positif, de dynamisme, d'optimisme. Parlez-nous un peu plus de Demain, qui a finalement raflé le prix du meilleur documentaire 2016 à Cannes, c'est ça? Non, il a gagné le César du meilleur documentaire. Le César, oui, c'est ça. C'est un film que j'ai commencé à écrire en décembre 2010, à un moment où j'étais militant écologiste et où je me rendais compte que demander aux gens d'arrêter de faire tout et n'importe quoi, arrêter de prendre l'avion, arrêter de prendre la voiture, arrêter de manger de la viande, arrêter de prendre des bains, éteindre la lumière, ça suffisait pas. Et que si on voulait emmener les gens pour construire une nouvelle société, il fallait leur montrer où on voulait aller. Donc l'idée de Demain, c'était de montrer à quoi le monde pourrait ressembler si on mettait bout à bout certaines des meilleures solutions qu'on connaît déjà dans l'agriculture, l'énergie, l'économie, l'éducation, la démocratie. Et finalement de changer notre imaginaire, de nous faire rêver et de nous faire nous dire « mais oui, mais j'ai envie d'habiter dans un monde qui ressemble à ça. Donc maintenant, comment est-ce que je peux agir pour le faire ?» Et pour faire ça, vous avez voyagé, vous avez parcouru le monde, de San Francisco, où les déchets sont des ressources, et ça c'est un très bel exemple pour le Liban, en Finlande, où on a une autre vision de l'école, en France, où on teste la permaculture, et dans d'autres régions du monde. Et vous avez mis en lumière ces initiatives positives, c'est ça? Oui, en fait, on a tourné dans 10 pays. Et après, l'aventure de ce film a fait que j'ai voyagé dans 18 pays. Là, c'est le 18e pays où je viens pour projeter le film, puisqu'il a été acheté par 30 pays. Quelle aventure! Et on voit qu'il répond à un besoin d'énormément de personnes sur la planète qui se disent « Ok, on a compris que ça va mal, on a compris qu'il y a le changement climatique, on a compris qu'il y a le problème des déchets, de la pollution. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on a voulu montrer des exemples qui sont à la fois imparables, c'est-à-dire... Quand on regarde le film, on ne peut pas se dire que ça ne marche pas. Quand on voit la permaculture en France et qu'on arrive à produire jusqu'à 10 fois plus sans engrais, sans pesticides, sans produits chimiques. Quand on va à San Francisco et qu'on voit qu'ils recyclent jusqu'à 80% de leurs déchets et qu'effectivement, avec leurs déchets, ils fabriquent à nouveau des objets, ils fabriquent de la matière première. Quand on va à Copenhague et qu'on voit qu'ils ont décidé d'être neutres en émissions de CO2 en 2030, et donc ils ont complètement changé la façon dont ils se déplacent dans la ville, qu'ils utilisent beaucoup plus le vélo, les transports en commun. Vous parlez d'économie également, donc écologie et économie. Exactement. Donc, toutes ces nouvelles tendances, ça peut se faire. Vous pensez que c'est facile de convaincre les gouvernements de faire ça, les pays de faire ça? En fait, convaincre les gouvernements, c'est d'abord convaincre les populations.
des gouvernements, ils changent à partir du moment où l'imaginaire des gens change. En France, on est en train d'arriver à ça parce que depuis des années, on fait des films comme cela, les ONG font des campagnes, les gens commencent à acheter différemment. Et donc les politiques se rendent compte que s'ils ne vont pas vers l'écologie, on ne votera pas pour eux. On a vu la COP 21, on avait beaucoup d'espoir en France. On a vu après la position des États-Unis face aux accords de Paris. Donc c'est aussi des déceptions qu'on vit, mais il faut continuer à se battre. C'est ça le message? De toute façon, on n'a pas le choix. Les scientifiques nous disent aujourd'hui qu'à partir de 2030, on pourrait connaître des effondrements qui font qu'une partie de l'humanité pourrait disparaître. Il y a eu des fuites, par exemple, sur BP et Shell, qui sont des grands pétroliers, qui prévoit qu'on va être à plus 5 degrés en 2050. Ah oui. Si on est à plus 5 degrés en 2050, je suis navré de vous le dire, mais au Liban, on ne pourra plus habiter. Ou alors dans des conditions qui demanderaient de tout climatiser partout, donc de dépenser énormément d'énergie. Et cette énergie, on ne peut pas la dépenser parce que si on continue à utiliser le pétrole, on va continuer à réchauffer le climat. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme, mais montrer que ça peut se faire, que ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant ou jamais. Mais il faut montrer des solutions. C'est pas demain, c'est maintenant. Non, c'est aujourd'hui, ça y est. Et avant de terminer, je veux parler de votre ouvrage Imago, puisque vous êtes également auteur. Vous êtes vraiment polyforme, si l'on peut dire, pluridisciplinaire. Et cet ouvrage-là, il est différent. Il parle d'un personnage donc, qui se balade entre la France et la Palestine. Pourquoi la Palestine ? En fait, il y a entre 2002 et fin 2007, j'organisais des congrès israélo-palestiniens et des congrès d'imams et de rabbins pour la paix, avec l'objectif d'essayer d'apporter la paix dans cette région du monde qui est aussi meurtrie. Et j'ai eu l'occasion beaucoup de fois de me rendre et à Ramallah, où j'ai rencontré Yasser Arafat et Mahmoud Darwish, et à Gaza. Mahmoud Abbas. Non, Mahmoud Darwish, Darwish le grand également, poète. Le grand poète, d'accord, parce que les deux noms sont tellement... Non, et d'ailleurs dans le livre, en fait, il y a deux frères qui vivent en Palestine, qui subissent à nouveau une incursion israélienne où il y a malheureusement des meurtres, enfin en tout cas certains de leurs amis sont tués dans l'incursion. Et il y en a un des deux qui décide de répondre par la violence et d'aller commettre un attentat, et son frère, lui, qui est pétri de la poésie de Mahmoud Darwish, décide de le poursuivre et de l'en empêcher. D'accord, c'est excellent. Donc on va également espérer que ça soit aussi un message d'espoir pour ce conflit qui dure depuis un demi-siècle. C'est un livre qui essaie de comprendre les origines de la violence et qui essaie de comprendre les ressorts qui nous permettraient justement de trouver une forme d'humanité autrement que dans le conflit et l'affrontement. Merci beaucoup Cyril Dion pour votre passage sur notre plateau. Merci et bonne chance. Merci. Merci. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs. On continue avec le cinéma avec Darin Al-Joundi. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir que de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir Darin Al-Joundi, vous aussi, vous faites beaucoup de choses à la fois. Vous êtes derrière, devant la caméra, un jour derrière, un jour devant. Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Devant ou derrière la caméra ? D'abord, il faut tenir le micro bien droit. La question peut porter un double sens. Donc, la caméra, quand on est dans les coulisses, quand on prépare en tant que réalisateur. J'aime la scène, surtout. J'aime le cinéma. Non, être réalisatrice, je l'ai essayé avec un court-métrage. J'ai pas trop aimé parce que je trouvais que j'avais pas assez de maturité, de patience. Ah oui, donc, il en faut. Là, je travaille, je vais pas du tout être derrière la caméra, en tout cas pas avant 10 ans. Mais je fais plus l'écriture et je joue. Oui, c'est ça. Dans ce salon, vous allez dans quelques instants avoir une représentation théâtrale, si l'on peut dire, à l'Agora, mais aussi on projette votre film, le film de réalisateur Wissam Sharaf, Hezziawez. Justement, parlez-nous un peu de ce film. En fait, c'est le premier film de Wissam Sharaf qu'on a tourné il y a pas mal d'années. Moi, Wissam, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup parce que c'est un jeune homme qui ne ressemble qu'à lui-même. Il fait des histoires qui lui ressemblent. Quand on le connaît, on connaît sa douceur, son humour. On comprend très 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 bien ses films parce qu'il lui ressemble beaucoup. Donc c'est pour ça que vous avez aimé jouer dans ce film. Oui, et je viens d'ailleurs de rentrer avant-hier de Corse,
où j'étais en train de jouer son nouveau court-métrage à Wissam Sharaf. Ah oui. On a fini le tournage hier. Bah, super. Oui, et il vient en plus de gagner un prix pour son nouveau long-métrage pour le développement. Non, c'est un jeune homme magnifique. Bravo, super, Oui, super. bravo Wissam. Darine, vous signez également ce soir à 20h30 au stand Virgin l'ensemble de votre œuvre. Donc, vous êtes syro-libanaise, vous êtes la fille de l'intellectuel et homme politique syrien Hassem El-Joundi. Qu'est-ce que vous avez hérité de votre père? Le sens de la liberté. Parfois un peu le sens de la provoque, parce qu'il était un peu. L'amour de la vie, l'amour du vin, de l'arak. Ah oui, ça c'est bien. L'amour tout court, c'était un homme qui aimait la vie, qui aimait l'amour, qui aimait être vivant, la liberté, la laïcité. Ce sont les choses qui... Quel beau mot pour cette époque-là, n'est-ce oui, pas? Oui, mais on en a beaucoup besoin. Vous, Darine, qui avez tellement d'idées et d'imagination, qu'est-ce qui manque, à votre avis, au monde arabe pour se relever, pour se réveiller, pour redémarrer correctement? Waouh! Quelle question! Je sais que vous avez beaucoup d'imagination. Oui, mais mon imagination ne passera pas à la télé, chérie. Bon, ça, c'est la provoque également. Non, vous dites imagination, vous devez assumer. Non, c'est trop compliqué pour pouvoir le dire. En tout cas, je ne crois pas que je suis apte de donner quoi que ce soit comme conseil, vraiment. Moi, j'ai toujours dit que la culture, l'éducation, ce sont les piliers pour faire une société qui évolue, moderne, intelligente. Et je crois qu'il faut travailler ces deux points-là, la culture et l'éducation. Merci beaucoup, Darine El-Joundi. Merci à vous pour votre m'avoir présence. invitée. Et donc, à 20h30, il y aura la projection du film Hiziawiz, ici donc au Biel, pour les personnes qui ont envie de venir y assister. Merci. Les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas. Les vivants se fanent, mais il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'ai fait des chansons. À présent, j'ai le plaisir de recevoir Maître François Roux, le chef du bureau de la défense au sein du tribunal spécial pour le Liban. Bonsoir. Bonsoir. Quel privilège que de vous recevoir, Maître Roux. C'est un privilège pour moi. Vous animez à 18h un débat sur donc la justice internationale et vous signez à 19h votre ouvrage Justice internationale, la parole est à la défense au stand ASP. Cet ouvrage qui a été traduit en arabe. Bon, la justice internationale, c'est votre point fort. Quels sont les points essentiels qu'il faut toujours avoir en tête pour relever les défis que vous relevez sans cesse? Bien, je pense en effet que travailler pour la justice internationale, c'est un défi très important parce que la justice pénale internationale en elle-même est très importante. C'est un très grand progrès dans l'humanité que d'avoir créé ces tribunaux pénaux internationaux. Mais en même temps, vous le savez, devant les tribunaux pénaux internationaux, on traite de crimes très graves, des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes de terrorisme. Et quand vous êtes avocat, eh bien, il faut s'affronter à ces questions, bien entendu. Et le défi des avocats, c'est à la fois, bien entendu, de comprendre la souffrance des victimes, mais en même temps d'être en charge de défendre des gens qui sont accusés. Et j'aime souvent citer ce que dit le président de la Croix-Rouge internationale dans la philosophie de la Croix-Rouge. Il dit, pour nous, à la Croix-Rouge, quand un ennemi est blessé, ça n'est plus un ennemi, c'est un homme à soigner. Eh bien, c'est pareil pour nous les avocats. Quand un ennemi est arrêté, menotté, amené devant un tribunal, ça n'est plus un ennemi, c'est un homme à défendre. Et défendre, ça veut seulement dire, ça ne veut pas dire être complice de la personne, ça veut dire apporter au tribunal des éléments que le tribunal ne connaît pas et qui vont permettre d'approcher la manifestation de la vérité. C'est pour ça que je dis que les avocats sont des acteurs de justice.
Vous êtes connu pour être l'avocat de personnalités engagées et controversées. Je parle de José Bové, Dieudonné, Zacharias Moussaoui et l'ancien chef des Khmers rouges, Dutch. C'est un vrai défi que vous relevez sans cesse. C'est un défi, mais parce que je considère qu'il ne peut pas y avoir de justice sans avocat. Il y a des procureurs, il y a des juges. Que serait un procès s'il n'y avait pas un avocat qui se lève, qui mette sa robe et qui défende? En parlant du tribunal spécial pour le Liban, laissez-moi vous poser une question. Il y a quelques jours, 35 ans après l'assassinat du président Bachir Gemayel, le verdict est tombé. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait attendre encore 20 ans, 25 ans pour connaître le verdict concernant l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais? Non, je peux vous rassurer, les procès sont toujours très longs, évidemment, mais le tribunal spécial pour le Liban ne mettra pas autant de temps. Je peux vous assurer que d'ici, allez, maintenant quelques mois, nous approchons maintenant de la fin de... Que quelques mois? Oui, allez, peut-être une année, un peu plus d'une année pour avoir un premier verdict dans l'affaire principale. Après, bien entendu, il y aura peut-être un appel possible. Vous savez aussi que le procureur a déposé un nouvel acte d'accusation pour ce qu'on appelle les cas connexes. Ce tribunal travaille. Peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaiterions tous, mais il travaille et il y aura une décision qui sera rendue un jour, ce qui est déjà en soi très important. Et une fois encore, soyez certaines que les avocats participent à la recherche de la vérité, participent à leur manière à l'établissement de la vérité. J'ai coutume de dire qu'en quelque sorte, les avocats devant la justice pénale internationale, ce sont comme des casques bleus. Ah oui, ah oui. Merci beaucoup. Merci, Maître Roux. Merci et bonne chance pour votre travail. Merci. Un mardi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repars. À présent, j'ai le plaisir de recevoir M. Dominique Walton, directeur de recherche au CNRS donc, et fondateur et directeur de la revue internationale Hermès. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir que de recevoir quelqu'un qui est spécialiste de la communication comme vous. Et vous savez, la communication, ça débouche souvent sur l'incommunication. Donc tout le problème de la communication, c'est de la réussir. Oui, oui. Éviter la tour de Babel, c'est ça le but, n'est-ce pas? Exactement. Un bon livre est un refuge contre les agitations. En l'ouvrant, on entre dans le temple de la paix, disait un auteur du 19e siècle. Et quel meilleur temple de la paix que cet ouvrage, ces entretiens que vous avez accumulés durant un an avec le souverain pontife, le pape François. Parlez-nous un peu de cette rencontre. Écoutez, j'avais un projet intellectuel qui était de comprendre ce pape qui, en même pas un an, avait un succès mondial extraordinaire, dans une manière de parler extrêmement simple et politique. Ce pape, c'était pas seulement un grand communicant, c'était aussi le premier pape non européen de l'histoire de l'Église, puisqu'il vient d'Amérique latine, d'Argentine, et ensuite de ça, c'était le premier jésuite devenu pape. Donc 3 conditions extraordinaires. Donc j'ai pensé à faire un livre de dialogue avec lui. J'ai construit ce livre qui est celui-ci en maquette, j'ai envoyé, ça lui a plu, et les entretiens ont commencé, mais je ne savais pas combien de temps ils allaient durer. Et finalement, ça a duré plus d'1 an. Wow. Et ça a fait une rencontre intellectuelle extraordinaire et une rencontre humaine aussi extraordinaire. Parlez-nous de cette rencontre humaine, rencontrer le pape François. Bah, écoutez, je l'attendais, j'étais là dans une petite pièce et d'un seul coup la porte s'ouvre et le souverain pontife arrive et j'en ai encore l'émotion en vous disant il est en blanc. Et parler avec un pape, c'est pas facile. Même s'il est extrêmement direct, naturel, c'est pas facile. Et j'ai fait pourtant 14 entretiens. À chaque fois, j'avais la même angoisse parce que cet homme est une autorité spirituelle. Il est quand même le chef de 1,2 milliard de catholiques et parmi les 2,3 milliards de chrétiens. Et ensuite, il a une vision mondiale des choses. Il connaît énormément de choses. Vous avez parlé politique, religion, économie. Tout. Mais quel sujet, quelle façon Mais il parle. Alors d'abord, il avait une confiance totale dans les questions. Je lui ai envoyé les questions, il ne les lisait même pas. Il avait confiance en moi. Il m'avait fait confiance. Il était extrêmement direct, beaucoup d'humour, très chaleureux, pas du tout snob, d'une simplicité extraordinaire, très libre et très critique. Et comme il dit, il faut jeter des ponts, il faut se parler. Il n'aime pas la rupture, il n'aime pas l'hypocrisie. Principal défaut qu'il déteste, l'hypocrisie, la rigidité d'esprit. Il adore le peuple, il adore les pauvres, les dominés. Il se méfie des puissants. C'est un pape qui est très aimé. Ben oui. Il se méfie des puissants. Il n'aime pas les, comme il dit, je n'aime pas les snobs. Ni la langue de bois d'ailleurs. Ni la langue de bois du tout. D'ailleurs, il en a très peu utilisé. Et quand j'ai fini de construire le livre, d'ailleurs,
il a peut-être retiré même pas 2 pages. Donc il a tout laissé, les moments où on est en désaccord, parce que moi je suis quand même un scientifique laïque et pas particulièrement religieux. Il a laissé les moments où il n'est pas d'accord, les moments où il n'avait pas grand-chose à me dire. Donc c'est une modestie intellectuelle et humaine exceptionnelle. Et dans quel sujet vous avez le plus aimé sa position? Vous avez parlé de tout. Hein? De tout. Peut-être sur le fait qu'en définitive, il croit dans le peuple. Il a une angoisse fantastique, hélas, de la paix et de la guerre, il a raison. Qui condamne l'égoïsme des riches et des puissants. Ça, de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est un homme qui applique l'évangile. Voilà. Et ensuite, c'est une lucidité et une foi qui est dans ses yeux. Il a un regard extrêmement doux, en même temps qu'il peut se durcir en 20 secondes. Et moi, j'étais plus proche de lui que de vous, là. Et ça durait des heures et des heures. Et chaque entretien, c'était plus d'1 heure et demie. Donc, il est libre, il n'est pas conformiste, il n'aime pas l'hypocrisie, il aime la vérité, il aime bien l'opposition. Le fait que je sois un intellectuel français, je crois que ça lui a beaucoup plu. Dominique Walton, et laquelle des phrases qu'il a dites vous a le plus marqué? 2 phrases, peut-être pas facile, pour parler de ce qu'il essaie de faire. Pas facile, hein, toute cette mission. Rien ne m'effraie. Et chaque homme doit avoir 3 T, un toit, un travail et une terre. C'est joli. Voilà. Et l'argent, c'est le fumier du diable. Ah oui. Alors vous savez, j'en ai l'émotion quand je dis ça, parce qu'un pape qui dit ça, et sans aucun... C'est le pape des pauvres, hein. Oui. Et surtout, c'est un pape laïque, c'est ça que je voudrais dire. C'est-à-dire que c'est un pape qui parle de manière tout à fait banale, ordinaire, absolument pas religieuse, et tout le monde peut le comprendre. Et est-ce qu'il y a un avant et un après le pape François à cette rencontre? Parce qu'il a mis tellement de simplicité dans l'exercice de la papauté. Bon, il y avait déjà une simplicité croissante depuis Paul VI. Mais là, si vous voulez, il a son pantalon sombre sur la soutane, on voit que c'est un pantalon. Il a des chaussures qui ne sont pas les chaussures des papes, qui sont des grosses chaussures noires. Il s'en fiche. La calotte n'est jamais bien mise. Et voilà, il aime le contact avec les gens. Voilà. Il adore le contact physique. Il touche. On s'est retrouvé à avoir la même vision de la communication, c'est-à-dire humaine. On se touche, on se parle. Quelque chose de simple, de spontané. Voilà, et on ne se réfugie pas derrière les ordinateurs, les écrans. Excellent. Donc, oui, c'est un pape humain. Voilà. Dominique Walton, merci beaucoup. Et donc, c'est un ouvrage que je conseille à tous les téléspectateurs, Pape François, politique et société de Dominique Walton. Merci. Merci à vous. J'aime les amandes de Vérone, les spaghettis, le minestrone et les Nous passons à un autre registre maintenant avec Naïla Tamraz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du département de lettres françaises à l'USJ. Vous êtes professeur en littérature et en histoire de l'art. J'ai été chef du département de lettres françaises à l'USJ de 2008 à 2017. D'accord, jusqu'à maintenant. Et je dirige actuellement le programme en critique d'art, le programme de MA, de master en critique d'art et curatoria. Excellent. Mais là, vous êtes là en tant que curatrice de Poetics, Places, une exposition fascinante où vous avez pris donc des Libanais, des artistes libanais au fin fond du monde, en Argentine. Racontez-nous un peu à propos de ça, de cette expo, jusqu'à quand ça dure et c'est où? Écoutez, c'est une exposition que j'ai organisée dans le cadre de la Biennale d'Amérique du Sud, la Biennale d'art contemporain d'Amérique du Sud, et qui a ouvert ses portes en septembre et qui dure jusqu'à la fin du mois de novembre, donc 2 mois pleins, avec 10 artistes. Quel genre d'art vous proposez au monde de l'Amérique latine? Alors, c'est des artistes du Liban et du Moyen-Orient. 9 artistes contemporains du Liban et du Moyen-Orient et un grand maître de la modernité qui est Salih Badouahi. Excellent. Et quel a été donc l'impact donc du début de l'expo jusqu'à maintenant? Écoutez, nous avons eu une réception tout à fait étonnante. C'est vrai que l'idée en soi de partir était extrêmement séduisante. Et le fait de travailler sur ce projet pendant 1 an était très excitant, sans toutefois à aucun moment savoir exactement comment serait la réception d'une telle exposition en Argentine. Et donc il a fallu attendre d'être sur place et de constater que la réception était absolument fabuleuse.
Je pense qu'il y a une grande diaspora libanaise en Amérique du Sud. On ne l'ignore pas, on le sait. Mais à distance, on a du mal à imaginer son impact, à imaginer son implication. Et cette implication a été très très forte. Excellent. Donc l'exposition continue jusqu'à fin novembre à Tucumán, en Argentine. Au musée des Beaux-Arts de Tucumán. C'est excellent. Vous avez un petit mot à dire également concernant le Salon du Livre. Vous êtes là, vous participez à des tables rondes. Qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère de ce salon? Mais écoutez, le salon, c'est un rendez-vous annuel important, c'est sûr. Je pense qu'il y a une belle énergie cette année comme d'autres années. On aurait du mal à imaginer ce coin de Beyrouth sans un salon du livre francophone. Et voilà, donc effectivement, j'anime une table ronde là tout à l'heure et justement mardi soir, donc il y a aussi une table ronde, je serai plutôt en conversation avec Yvonne Mourani et Maya Haj sur poétique, politique, territoire, donc cette exposition que j'ai curatée en Argentine. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite de vos activités. Merci. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Oui, c'est un phénomène. À présent, on passe à la rubrique Mabrouk. Félicitations. Donc, félicitations à mes deux invités qui sont avec moi ce soir, qui ont remporté les prix Jeunes Critiques Libanais, respectivement Anne-Gaëlle Balpe pour le choix des enfants et Alexandre Chardin, pas Jardin. Hier, j'avais Alexandre Jardin. Aujourd'hui, c'est Alexandre Chardin pour le choix des ados. Bravo. Merci beaucoup. Anne-Gaëlle, donc j'ai beaucoup aimé votre présentation. Vous dites une phrase à l'endroit, une phrase à l'envers. Je tricote les mots parce que je ne sais pas tricoter la laine. Vous tricotez des livres. J'adore ça pour les enfants. Parlez-nous un peu de ce don, de cet art. Quel message vous véhiculez à travers vos ouvrages? Alors je ne cherche pas particulièrement à véhiculer de messages. Je cherche plutôt à faire plaisir aux enfants, à les faire rêver, imaginer, à les faire voyager, à les faire rire aussi beaucoup. Alors parfois il y a des messages qui se glissent dans mes histoires, mais ça fait partie de l'histoire. L'histoire n'est pas là pour porter un message en fait. Voilà. Après cette envie d'écrire, je l'ai depuis que je suis toute petite. C'est peut-être pour ça que j'écris pour les enfants aussi, puisque c'est une envie, une passion qui m'est arrivée à cet âge-là, à l'âge où on découvre le plaisir de la lecture et de l'écriture. Anne-Gaëlle, parlez-nous un peu du Roi maladroit. J'aime beaucoup déjà le dessin, j'aime beaucoup le titre. Parlez-nous un peu de cet ouvrage et à qui il s'adresse. Alors, il s'adresse à des enfants de tout âge, évidemment, hein, mais on peut commencer à l'apprécier à partir de 4 ans, 4-5 ans. C'est un conte, un faux conte, on va dire, un conte moderne qui parle d'un roi qui est très malheureux parce qu'il est maladroit et que pour lui, un roi ne devrait pas être maladroit. Donc il cherche quelqu'un pour résoudre son problème et on va le suivre comme ça dans sa quête de guérisseur, on va dire, avec une chute assez inattendue. Excellent. Alexandre Chardin, vous vous adressez plus à des ados. Donc le format change un peu. C'est Le goût sucré de la peur. C'est un ouvrage qui a remporté beaucoup de succès. Parlez-nous de ce livre-là. Alors c'est un livre qui a une histoire un petit peu particulière puisqu'au départ ça n'était pas censé devenir un roman. C'était une histoire assez courte et dense et un éditeur m'a dit que finalement ça devait devenir une histoire de roman. J'ai écrit le roman, cet éditeur l'a refusé et finalement un autre éditeur qui est Magnard l'a accepté en tant que roman et c'est mon premier roman. Et il ne l'a pas regretté, hein? Non, ni eux ni moi, puisque c'est une très très belle aventure qui a commencé là et qui se poursuit avec notre présence au Liban. Excellent. Et parlez-nous un peu de ce public libanais que vous rencontrez, de ces jeunes Libanais qui ont voté pour vous finalement pour remporter ces prix du jeune critique Alors, libanais. ce sont eux qui sont sucrés. Ce sont des douceurs, ce sont des pâtisseries. C'est un public chaleureux, extrêmement accueillant.
Les enfants que j'ai rencontrés étaient vraiment particulièrement, j'ai trouvé pertinents dans leurs questions, très concentrés, à l'écoute de ce que vous aviez à dire. Les questions étaient vraiment très intéressantes et c'est un public chaleureux et précieux, vraiment très précieux, très cultivé. Et j'ai vraiment particulièrement été impressionné par la langue qu'il parle. C'est un français vraiment, je trouve, de haut vol, une très belle langue. Et ça m'a ému, vraiment, qu'il parle une si belle langue avec des yeux si brillants. Ça fait plaisir. Merci pour votre passage sur notre plateau. Juste, j'aimerais dire que demain, donc à 16h30, il y aura la découverte du prix Jeune Critique Libanais pour donc les lycéens. C'est ça, on va découvrir ça demain, ici. Merci. Merci à vous. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Vu que rentrer sans rien, pas moyen. Ces soirées-là, on braque, on branche. Toi-même, tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Et en parlant des jeunes lecteurs, des tout jeunes lecteurs, je vous présente mon fils Enzo Shahabati. Bonsoir. Quel âge as-tu? 8 ans. Il a tenu à participer à l'émission du Salon du Livre Francophone, puisqu'il me voit chaque soir, pour me dire combien il aime lire. Est-ce que tu aimes lire? Oui. Combien tu aimes lire? Beaucoup. Quel livre tu préfères? Toto et le petit Nicolas. Ah, Toto et le petit Nicolas. Pourquoi tu aimes ces Car ouvrages? c'est rigolo. Et pourquoi tu aimes lire dans l'absolu? À quoi ça sert la lecture? À apprendre des mots. Pour faire quoi avec? Pour écrire des livres. Pour écrire des livres, d'accord. Et tu as envie de saluer quelqu'un à l'antenne? Tu as envie de saluer tes amis à la télé? Je sais pas. Tes amis, tes cousins? Oui. Tu as aimé le Salon du Livre? Tu as participé à un atelier maintenant? Oui. Tu as aimé? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus au salon? J'aime les choses qui ont des activités et qu'on peut faire des choses dedans. Les dessins, les illustrations et les beaux livres. Oui. Merci beaucoup Enzo pour ton passage. Merci. Magic System, Red One, Shawty. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Comme dernière partie de notre émission ce soir, nous allons passer les 2 entrevues que nous avons effectuées lors de l'inauguration officielle du salon le vendredi, avec respectivement le ministre libanais de la Culture Atas Khouri et son homologue française Françoise Nyssen. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à 100. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de recevoir son Excellence Madame Françoise Nyssen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre française de la Culture. Vous inaugurez ce 24e Salon du Livre francophone de Beyrouth. Et le monde du livre, vous le connaissez très bien, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ça vous intéresse tellement ce domaine? Donc vous qui avez, vous êtes co-directrice, n'est-ce pas, d'Actes Sud. Vous êtes... Je suis ministre de la Culture. Oui. J'ai eu une vie dans le livre, 40 ans dans le livre. Maintenant, je suis ministre de la Culture. Et en tant que ministre de la Culture, le livre est un vecteur essentiel de culture, d'enrichissement. Et aussi, je viens parce que c'est maintenant qu'il faut relancer et déployer la francophonie. La francophonie est essentielle, elle est le partage de langues et on s'enrichit de l'autre pour connaître l'autre et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. On vous aime beaucoup dans le domaine du livre puisque vous êtes à la base éditrice. Qu'est-ce que cela vous fait que le Liban soit le 3e salon du livre francophone au monde après Paris et Montréal? C'est magnifique et c'est pour ça aussi que nous avons choisi ce lieu-ci pour redire l'importance de la francophonie et démarrer une politique ambitieuse et déterminée sur la francophonie. Et un dernier mot sur la francophonie au Liban, un message à tous les francophones qui vous écoutent. La francophonie, c'est une richesse, c'est un plus.
c'est l'accès à une immense culture et un partage de culture des Français pour la culture libanaise, les Libanais pour la culture française et pour partager dans le monde. C'est très important. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très occupés. Merci pour votre présence sur notre plateau. Merci. Au revoir. بشرفني استضيف معالي وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري. معالي الوزير كيفك؟ اهلا فيكي. تجمع مثل معرض الكتاب الفرنكوفوني تجمع ثقافي فكري واجتماعي بامتياز، شو بيعني للبنان برأيك؟ اول شيء بيعني انه بيروت استعادت مكانتها كعاصمة للنشر وكعاصمة ثقافية للعالم. مش بس بيروت عم تنشر باللغة العربية، كمان عم تنشر بالفرنسية وبالإنجليزية. وهذا المعرض السنوي اللي هو تظاهرة ثقافية فرنكوفونية حقيقية هو تأكيد لأنه في لنا دور محوري بهالمنطقة للتواصل مع الغرب وللتواصل الثقافي أيضا، واللي نحن كمان عم ندعي لأنه يكون لبنان مركز لحوار الحضارات، نحن ورئيس الجمهورية طبعا. أكيد. معالي الوزير، قد ايه وزارة الثقافة بتدعم الفرنكوفونية بلبنان وبتحاول عبر النشاطات اللي بتقوموا فيها أنه تدعم هذا الشيء؟ نحن شهر الفرنكوفونية عندنا نشاطات متعددة، وطبعا ليلة المتاحف هو أحد النشاطات اللي فيها، وعندنا أيضا دعم لكل النشاطات الفرنكوفونية مثل هذا المعرض ندعمه كمان، وعندنا ستاند لنا وكمان بنساهم بإقامته، وعندنا أيضا نشاطات متعلقة بالفرنكوفونية كلغة، الفرنكوفونية كلغة، الأكورد لينغويستيك اللي عم يشغل عليه. كل هودي طبعا ضمن سياق معين لتأكيد هوية لبنان بمحيطه وبالعالم. معالي الوزير، هالسنة المعرض معرض الكتاب الفرنكوفوني هو تكريم لروح الصحافة وصديقك سمير فرنجي، خبرنا أكثر عنه. أول شيء سمير ضمير لحركة 14 أذار وضمير لكل المناضلين الشرفاء بلبنان. صحيح بنفتقده بهالأيام كثير، له وقع خاص كان دائما بهدوءه وبتوازنه وباعتداله، ونحن طبيعي انه بنأسف انه هذا الشهر ما يكون موجود معنا، وبهالمناسبة ايضا ما يكون موجود معنا. وشو امنيتك للمعرض؟ انا امنيتي انه بيروت ترجع تنشر وتقرا، مش بس تنشر. نحن عم ننشر بس لازم نقرا كمان اكثر واكثر. والوزارة داخله بخطة 5 لتشجيع الكتاب والقراءة ايضا، وعندنا برنامج خاص لتشجيع القراءة، وإن شاء الله أنه بينجح. الله يعطيكم العافية. شكرا معالي الوزير. شكرا لك. شكرا. Voilà, avec ces deux entrevues enregistrées vendredi lors de l'inauguration officielle du Salon du Livre francophone, notre émission prend fin pour ce soir. Rendez-vous demain et durant toute la semaine à 18h. Ne ratez surtout pas Ensemble au Salon pour un florilège de rencontres, d'activités et d'ouvrages à consommer sans modération. Au revoir, à demain.